Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrialisation chez Canal+. Alors, ce qui est assez intéressant quand même, dans les 2 jours qu'on a eu là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sujets sur l'industrialisation, avec beaucoup de technologies et beaucoup de façons de faire. Donc là, je vais vous présenter encore une autre façon de faire. Ça va peut-être encore vous donner des sources de réflexion. Donc je me présente, je m'appelle Thomas Rabé, je suis architecte logiciel. Je suis le lead développeur du projet Sonata, qui est connu dans l'univers Symfony 2, mais je fais aussi d'autres choses dans d'autres langages. On n'est pas mono-langage. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur GitHub. Et donc je travaille pour une société qui s'appelle Equino. C'est à peu près 200 personnes, et on fait du PHP, du Java et du techno-front. Voilà. Donc du coup, dans le cadre de Canal+, c'est un projet qu'on a gagné. Donc on est prestataire pour eux, et donc il a fallu mettre en place de l'industrialisation. Donc c'est toujours intéressant quand on parle d'industrialisation d'essayer de définir ce que c'est avant de pouvoir la mettre en place. Donc à une époque, l'industrialisation c'était ça. C'était des personnes qui travaillaient à la chaîne. Ce qui est assez intéressant avec cette image, c'est qu'on se rend compte déjà qu'il y a une équipe, qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, et qu'il y a des outils, et qu'il y a une méthodologie. Donc l'industrialisation, on va dire en informatique, on va retrouver un peu les mêmes idées. Mais bon, évidemment c'est différent, on va pas essayer de créer tout le temps le même produit, on va essayer de créer une plateforme ou un produit et essayer d'itérer dessus. Donc on retrouve un peu cette image elle est connue un peu dans l'univers Lean Startup. On va essayer d'itérer sur un produit, l'industrialisation aide aussi à itérer sur un produit et créer un produit. Donc évidemment, quand on fait de l'industrialisation, il ne faut pas essayer de produire directement la solution finale, c'est essayer de comprendre les outils, monter en compétence sur ces outils, et du coup arriver à la fin à avoir une belle voiture. L'industrialisation, c'est très vieux, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, on va dire, ces dernières années, c'est plutôt l'accessibilité de ces outils. Ça devient très facile maintenant de mettre en place. Ça ne coûte pas très cher, mais on peut faire des choses qui sont assez intéressantes, ce qui n'est peut-être pas le cas avant. Voilà. Donc c'est vraiment pour moi la grosse différence et la facilité de mettre en place l'industrialisation, c'est ces nouveaux outils. L'industrialisation, si on essaie de donner une définition, c'est assez compliqué. J'en ai pas trouvé forcément sur internet et chacun va avoir sa propre définition. Donc là, nous on a essayé de donner j'essaie de donner une définition par rapport aux besoins qu'on avait sur Canal+. Donc le premier besoin, c'est l'accompagnement. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner le client pour comprendre ce qu'on est en train de faire, ou même accompagner les nouveaux qui vont rentrer sur le projet. Quand on fait une stack technique, ça peut être assez compliqué. Donc évidemment, l'industrialisation doit aider aussi aux nouveaux pour rentrer sur le projet. Après, on va retrouver pas mal de choses. On va retrouver la qualité, c'est comment est-ce qu'on garantit qu'on produit tout le temps de la qualité, qu'on puisse livrer facilement le projet tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, en fonction du besoin du client. L'autonomie aussi, donc en gros, c'est être en capacité d'automatiser certaines actions, et donc du coup de pouvoir à chaque fois délivrer sur des machines via du provisioning l'applicatif ou le socle d'infrastructure. Voilà, donc ça c'est vraiment un peu les grandes lignes. Et donc du coup l'objectif derrière tout ça, c'est d'être serein sur ce qu'on fait, sur le travail, sur l'équipe que l'on a. C'est aussi du coup avoir la confiance du client, la confiance des partenaires avec qui on travaille, parce qu'on est en capacité d'être transparent et de montrer comment les choses se passent. Donc c'est très très important. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien mettre en place une chaîne d'industrialisation. Et du coup, une fois qu'on a ça, on peut créer de la valeur en fait, parce que du coup, comme tout va bien, le client il est intéressé pour rajouter des nouvelles fonctionnalités, et il voit comment les choses se passent. Donc du coup, on crée de la valeur, on n'essaie pas de réduire une dette technique, parce qu'il y en a peu ou très peu en fait. On va en avoir, c'est inhérent, mais elle va être assez limitée et contrôlée. Et du coup, évidemment aussi, c'est pouvoir travailler en équipe. Voilà, donc tout ça, c'est l'objectif de l'industrialisation. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous présenter dans les slides qui arrivent. Il y a une autre chose qui est très important pour moi, c'est bien comprendre, quand on travaille, les standards. On ne peut pas faire de l'industrialisation si on ne connaît pas les standards. Quels sont les outils à utiliser et à quoi ils servent. Il ne faut surtout pas réinventer la roue. Il y a beaucoup d'outils qui existent dans l'informatique. Il faut juste essayer de les identifier, comprendre comment ils fonctionnent et voir s'ils peuvent rentrer dans vos outils et dans quel workflow. Donc une fois qu'on a défini des workflows, c'est peut-être un workflow, c'est comment est-ce qu'on déploie.
c'est faire en sorte que ce workflow ne soit jamais cassé, parce que si ce workflow est cassé, ça va vous prendre du temps pour le réparer, ou alors peut-être vous allez dire bon on le réparera plus tard, mais en fait ce ne sera jamais fait. Donc du coup c'est toujours des actions qui vont être faites manuellement et qui vont vous faire perdre du temps, et pas vous concentrer sur la création de valeur. Et donc du coup idéalement ce workflow il faut l'automatiser. Voilà. Donc ça c'est un peu pour moi ce qui est vraiment important quand on fait de l'industrialisation. Donc si on revient un peu au projet Canal+, évidemment on a des enjeux, étant donné qu'on est prestataire, on doit fournir des choses aux clients. Donc ce qu'on devait faire, c'était évidemment fournir une nouvelle plateforme web, pouvoir intégrer des nouveaux projets, pas un mais plusieurs projets. On ne connaît pas forcément tout le temps la dimension de ces projets, mais on doit être en capacité de produire une usine logicielle capable d'intégrer tous ces futurs projets, que ce soit au niveau de l'infra ou du code applicatif. Être efficace du coup dans les livraisons. Le client doit pouvoir être autonome dans les livraisons de ces applicatifs. Donc du coup il doit avoir de la visibilité sur les développements, savoir quand est-ce qu'une bulle est verte, est-ce que celle-là on peut la passer en prod, voilà. Et l'autre point qui est important, c'est que on n'est pas éternel, il faut que le projet puisse être donné à quelqu'un d'autre ou intégrer d'autres partenaires au sein de ce même projet. Donc du coup, il y a toute une partie de réversibilité, on va expliquer comment le projet fonctionne, donc du coup on doit pareil accompagner les partenaires qui pourraient travailler avec nous sur ce projet. Donc quand on fait l'industrialisation, le point de départ on va dire c'est le développeur. Le développeur c'est lui qui code on va dire les besoins métiers, il doit faire que ça. Donc c'est très important de bien comprendre que le travail d'un développeur c'est de coder, d'implémenter des fonctionnalités. Il ne doit pas forcément passer son temps à faire du déploiement, à faire des choses qui ne sont pas dans son cœur de métier. Et la première chose à faire quand on est développeur, c'est essayer de définir les outils qu'on va utiliser. Donc là on va regarder un peu les outils au niveau PHP. Donc là, quand je vais parler d'outils dans l'ensemble des slides, c'est les outils que nous on a décidé d'utiliser. C'est soit des outils qu'on utilisait chez Equino, ou soit des outils qui étaient nécessaires pour le projet Canal+. Libre à vous de changer les mots et de prendre d'autres outils. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, quand on fait du PHP, il faut respecter les normes. Donc il y a un groupe qui s'est créé il y a quelques années, qui s'appelle le PHP FIG, et qui a défini un ensemble de normes qu'on appelle les PSR. La première norme intéressante qui est sortie, c'est la PSR 0, qui permet de définir comment est-ce que les classes doivent être chargées. Et le résultat, c'est Composer. Composer, j'imagine que tout le monde connaît. Alors, on peut se demander comment on travaillait avant, sans Composer. J'ai essayé de réfléchir à la question, je ne sais pas, je ne saurais pas répondre en fait. Donc ça a été vraiment aussi une révolution au niveau de PHP, et qui a permis aussi du coup d'augmenter, c'est un des meilleurs importants dans la chaîne d'industrialisation au niveau du PHP. Il y a d'autres PSR, notamment sur les normes de codage. C'est très important aussi que l'ensemble de l'équipe code de la même façon en termes de syntaxe. Parce qu'en gros, quand on doit lire du code, si on passe du temps à décrypter la syntaxe et pas à décrypter le bug, on perd du temps. Voilà. Donc c'est important d'avoir la même façon de travailler. Il y a d'autres choses aussi, on n'est pas développeur PHP, on est développeur web, donc du coup on doit faire du PHP, mais on doit aussi connaître d'autres outils, notamment liés à l'écosystème front, donc ça va être soit du NPM, du Bower, du Gulp, savoir comment ces outils-là fonctionnent, parce qu'on ne peut pas, dans un projet web, ne pas savoir utiliser ces outils, donc c'est pareil, il faut définir son ensemble d'outils à utiliser. L'autre point qui est important, qui peut être anecdotique pour certains, c'est l'éditeur, c'est l'environnement de travail, on va dire, quand on est développeur, on passe peut-être 80% du temps avec un éditeur. Cet éditeur il doit être adapté à vos besoins, efficace avec le framework sur lequel vous travaillez. Donc nous, on utilise PHP Storm. Il faut savoir que si vous faites des projets open source, PHP Storm est gratuit en fait. Il faut juste leur demander une licence, leur indiquer le projet open source sur lequel vous travaillez. Vous avez une forte chance d'avoir une licence gratuite, donc c'est assez intéressant. Et du coup, l'intérêt de PHP Storm, c'est qu'il y a des plugins assez poussés pour Symfony 2. On utilise Symfony 2 dans le projet. Du coup, on est capable de cliquer sur les routes, sur les contrôleurs. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses pour nous aider à aller plus vite et travailler de manière efficace. Je vais faire une petite pause pub pour un outil. Quand vous travaillez avec Composer, en fait, il faut savoir qu'il y a une seule personne qui travaille dessus.
quand j'ai travaillé dessus, c'est maintenir l'infrastructure de composer, de packagiste. Il faut l'aider. Donc il a créé un produit qui s'appelle Torrent Proxy, qui vous permet en fait de mettre dans votre infra un proxy vers l'ensemble des packages, soit GitHub, soit packagist, pour aller plus vite, pour récupérer les packages plus vite. L'avantage aussi, c'est que quand GitHub est down, ce qui arrive de temps en temps, de pouvoir continuer à travailler. Ce qui n'est pas possible sinon. Voilà. Donc on parlait d'outils, on a parlé d'outils du code, mais il y a aussi les outils on va dire d'infrastructure. Donc il y en a beaucoup, on verra qu'il y en a encore beaucoup plus. L'idée c'est de voir un peu comment est-ce qu'un développeur peut rentrer plus facilement dans ces outils. Donc la première étape pour nous, c'est de mettre en place Vagrant. Vagrant, ça permet de contrôler des machines virtuelles sur le poste du développeur. L'intérêt d'utiliser une machine virtuelle sur le poste du développeur, c'est qu'on peut être ISO production. Ça arrive très souvent, la personne à la dernière version de PHP, 5.5, en prod c'est 5.3, pas de bol, il a utilisé des générateurs ou du code qui ne marche pas sur la production. Donc voilà, travailler avec VirtualBox, enfin Vagrant qui inclut VirtualBox, ça vous permet de vous assurer que votre code il est quasiment ISO production et donc ça limite les problèmes sur la production. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà dû faire une doc d'installation, mais quand on fait une stack technique, on peut utiliser énormément d'outils. On peut utiliser du Elasticsearch, du Varnish, du MySQL, de l'Apache, enfin énormément de choses, du Sensu pour le monitoring, du MongoDB. Je vous invite à essayer d'écrire un jour une manuel d'installation de ces outils et de configuration. C'est assez impossible, assez compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc évidemment, il faut une solution. Il faut faire du provisioning de machines. Donc pour ça, on va utiliser, dans le cas où on utilise Puppet, vous pouvez utiliser Chef ou autre. L'intérêt d'utiliser une solution de provisioning, c'est que vous codez votre infrastructure. Donc du coup, ça vient du code. C'est-à-dire que vous pouvez définir des nœuds avec des services à installer, etc. Et c'est Puppet qui va s'occuper automatiquement d'installer, d'aller configurer chacun de ces services. Donc ça, c'est très intéressant. Donc nous on a une façon d'utiliser qui est un peu particulière, c'est qu'on va avoir d'un côté les modules, on va avoir des modules de la communauté, on n'a pas de module custom, il y en a déjà beaucoup en open source, mais par contre nous ce qu'on va avoir une notion de rôle, les rôles ça va permettre d'agréger un ensemble de modules pour essayer d'avoir un ensemble fonctionnel cohérent en fait. Donc on va avoir un rôle HTTP qui va être capable de configurer automatiquement Nginx, mais peut-être aussi mettre en place des fichiers de conf automatiquement pour du PHP, etc. Voilà. Donc on va essayer d'agréger de l'intelligence au niveau des rôles. On a aussi autre chose, on a du coup dans le repo qui gère Puppet, on met la doc d'infra. C'est-à-dire que quand on fait des modifs d'infrastructure, la doc elle est directement mise à jour aussi. Donc en gros, on a tout le temps une doc qui est synchronisée avec les changements d'infrastructure. Donc ça, quand vous travaillez avec une équipe d'exploitation, ils ont une URL où ils peuvent consulter la doc et vous êtes sûr qu'elle est tout le temps à jour. Donc ça, c'était un petit screenshot d'organisation. On a en bas les rôles. Donc on peut voir, hein, c'est assez abstrait. On va avoir database, deploy, documentation, front, etc. Donc l'idée, c'est pas forcément de nommer un produit, même si on le fait de temps en temps, mais c'est vraiment de pouvoir améliorer certains modules. On va aussi avoir une notion d'environnement et des scripts de configuration qui permettent d'appliquer les modules de Puppet. Alors pour ceux qui connaissent un peu Puppet, nous on utilise une certaine façon qui est assez particulière. On n'est pas en mode client-serveur, on est en mode masterless. L'intérêt de ça, c'est que du coup, on peut le lancer facilement sur du Vagrant. On fait un Puppet apply et il va appliquer automatiquement dans le Vagrant la configuration. Ça va nous permettre aussi, sur d'autres projets où on a besoin juste d'une machine, de pouvoir faire un Puppet apply et de configurer cette machine, sans avoir un serveur Puppet quelque part. Voilà. Du coup, on va utiliser Puppet avec Vagrant, parce que les deux fonctionnent très bien ensemble. On peut, quand Vagrant démarre, on peut très bien lui dire provisionne en même temps en lançant tel script. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir du code Puppet pour un environnement local dédié aux développeurs. On va pouvoir ajouter des outils de debug, etc., vraiment liés qui sont nécessaires pour le développeur.
Et on va pouvoir aussi avoir à côté le même code, mais avec des configurations différentes pour d'autres environnements qui vont être utilisés sur la recette, la prod, etc. Voilà. Et l'intérêt de tout ça, c'est évidemment, c'est détecter au plus tôt les problèmes que vous pouvez avoir sur votre infra. Si vos ingés déploient régulièrement leur machine, vous pouvez voir s'il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé, et du coup les corriger. La chose qui est importante quand on travaille, c'est le fameux fichier README. Comme je disais, l'industrialisation, c'est aussi accompagner les gens. Il faut mettre en place des petites choses qui aident. La première chose qu'on regarde en général dans un repo, c'est le fichier README. Ce fichier README, il doit indiquer les prérequis nécessaires pour pouvoir utiliser le projet, comment on l'installe, évidemment ça doit être le plus court possible, et comment est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose de fonctionnel rapidement, par exemple en changeant des fixtures. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on utilise Make. Pourquoi on va utiliser Make? L'idée de Make, c'est que c'est l'outil qui est disponible sur, on va dire, n'importe quel Unix. C'est un point d'entrée pour gérer des tâches. Comme je disais au début, on va utiliser du gulp, plein d'outils pour faire des tests, etc. Parfois, c'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne, de se souvenir de toutes ces commandes. C'est un make test, un make install ou un make update. C'est très simple à se souvenir. Et surtout, c'est quelque chose que vous pouvez aussi facilement mettre sur l'ensemble de vos projets. Donc du coup, quand vous avez un nouvel ingé qui rentre, il sait qu'il a un makefile, il sait qu'il peut faire un make install ou un make update. Voilà. Et s'il veut voir en détail ce qu'il y a dedans, il ouvre le fichier et il regarde. Et ça aide aussi quand vous voulez maintenir votre documentation d'installation. En fait, votre doc d'install ne change jamais, c'est toujours un make install ou make update. Mais par contre, le fichier make, lui, peut évoluer avec le temps. Donc il n'y a toujours qu'un seul référentiel sur l'installation de vos outils. L'autre point, quand on est au niveau du développeur, c'est tester. Alors bon, j'espère que je ne vais pas vous convaincre sur l'usage des tests. En tout cas, ça vous permet de vous assurer que votre code fonctionne. Là où parfois, moi je vois certains développeurs qui font 50 F5 dans un navigateur parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, écrivez un test unitaire, il reste le test unitaire, et du coup ça vous permet avec le temps d'agrémenter votre suite de tests et de s'assurer que votre projet fonctionne tout le temps. Ça permet aussi de pouvoir refactoriser certains bouts de code. Il ne doit pas avoir de zone noire dans votre code ou de partie où personne ne veut toucher parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, en plus il n'y a pas de test. En faisant des tests au fur et à mesure, on s'assure qu'il n'y a plus trop de zones d'ombre. Ça permet aussi du coup d'être une sorte de documentation, parce que souvent les gens, quand ils développent, c'est toujours assez compliqué de comprendre comment personne n'a pensé la classe, alors qu'un test, en général, ça décrit comment on initialise, comment on l'utilise. Donc c'est aussi un bon moyen de comprendre certains fonctionnements de code. Du coup, dans les outils, on utilise PHP Unit et Biat. On a également mis en place Selenium avec Biat. Du coup, on peut tester tous les événements JavaScript sur l'ensemble des sites Canal+. Du coup, quand on est ingénieur et qu'on veut travailler sur le projet Canal+, pour mettre en place l'infra et le code sur sa machine, c'est quelques commandes à taper. Ça, c'est la promesse. Donc, du coup, on récupère l'infra, on provisionne dans Vagrant, on se connecte dans Vagrant, on va dans le repo du projet et on récupère le code et on fait un make install. Voilà. Du coup, on essaie de faire un schéma. On a nos développeurs qui sont... Excusez-moi. On a nos développeurs qui sont en bas à gauche avec Vagrant, Totalbox et Puppet, et on a en haut des sources externes de données qui vont être GitHub, Packagist, NPM, mais on va aussi avoir du coup Git qui nous permet de gérer notre code. Donc là on a vu la personne, le développeur. Le développeur il n'est pas tout seul, il travaille dans une équipe. L'équipe, elle est responsable de la cohérence, on va dire des solutions que vous développez pour votre client, et s'assurer que tout fonctionne bien. Donc la première chose qu'on doit travailler en équipe à faire, c'est la méthodologie. C'est qu'on n'en parle pas trop souvent quand on parle d'Indus, mais la méthodologie c'est assez important parce qu'en gros c'est elle qui va définir comment les personnes doivent se parler, comment on interagit avec chacune d'entre elles. Par contre, du coup, quand on fait de l'Indus, quand on met en place de nouvelles choses, il faut que les personnes de l'équipe soient désireuses de faire ça, qu'elles aient envie. Il ne faut pas leur imposer les choses. Si vous imposez, ça ne marchera jamais. Il faut y arriver doucement, au fur et à mesure, leur expliquer pourquoi il faut faire de l'agile, pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'industrialisation. Une fois que c'est acquis, après, les choses vont arriver doucement, mais ça va se faire. L'autre intérêt de faire aussi de l'agile, c'est qu'on va du coup avoir de la transparence vis-à-vis des développeurs ou vis-à-vis du client. On n'aura plus cette frustration en disant mon besoin il a changé 10 fois et je ne savais pas, etc. Tout ça, ça disparaît.
Donc c'est aussi intéressant quand on travaille en équipe, c'est que tout le monde soit content et tout le monde sache que sa parole soit respectée. Et donc du coup, la méthodologie agile permet d'aider et du coup, ça aide aussi dans l'indus. Du coup, quand on travaille aussi en équipe, on a besoin d'avoir un repo de code où on va pouvoir voir le code produit par les autres. Donc nous, on utilise GitHub. Vous pouvez utiliser GitLab ou Bitbucket. Enfin, il y en a beaucoup de produits. L'idée du GitHub, c'est qu'il y a quand même pas mal de hooks. Il y a beaucoup de services en SaaS, etc., qui permettent de s'intégrer facilement avec GitHub. Donc on peut facilement, nous, enrichir nos projets avec ces services-là. Il y a quelque chose qui est assez intéressant avec GitHub, que tout le monde connaît, j'imagine, c'est les pull requests. Alors l'idée d'une pull request, c'est une sorte de zone tampon où les développeurs vont pouvoir montrer ce qu'ils ont produit, mais sans forcément que ce soit intégré dans le master ou dans le develop. Le problème, c'est que quand un commit passe dans le master, souvent c'est très dur de revenir en arrière, parce que souvent on ne voit pas forcément tous les commits qui passent, et c'est toujours beaucoup plus coûteux de changer et de réparer quelque chose qui est passé dans le master que dans une PR. Dans une PR, on va pouvoir voir ce que les gens ont fait et éventuellement laisser des commentaires. Donc nous, quand on travaille avec une PR, on force les gens à avoir des tests, de la documentation et du code. Le code vient à la fin. Il y a des choses qui sont importantes. Vous pouvez dire au début, oui, c'est compliqué à faire, mais en fait, ça se fait naturellement. Quand les gens ont pris le pli, ils sont habitués. Enfin, c'est des choses qui se font très naturellement. Il n'y a pas de problème. Du coup, avec les pull requests, on fait du peer review. Et on fait du push driven development. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que comme on l'a dit, on travaille en équipe, il faut accompagner les gens. Une PR, elle est mergée seulement si 2 personnes ont mis un pouce. Sinon, on ne merge pas la PR. Voilà. Et donc du coup, ça permet au moins d'avoir 3 personnes qui connaissent le code. Ça permet aussi de pouvoir échanger. S'il y a un nouveau qui rentre sur le projet, il ne connaît peut-être pas forcément toutes les classes, tout ce qui est disponible, on va pouvoir l'accompagner facilement. Voilà. Donc c'est des petites choses qui sont assez sympas à mettre en place. Et vis-à-vis du client aussi, c'est assez intéressant parce que du coup, il voit qu'on est soucieux de la qualité qu'on produit. Parce que du coup, on va pouvoir interagir avec les développeurs et lui-même va pouvoir voir, il va être notifié. Donc du coup, c'est assez intéressant. L'autre point important, quand on travaille en équipe, c'est essayer d'avoir quelque chose qui agrège les différents flux d'informations. Donc nous, on utilise Flowdoc, c'est une sorte d'IRC un peu avancé, mais qui permet d'agréger des flux qui viennent de Jenkins, qui viennent de GitHub. On va pouvoir aussi échanger et parler. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment un endroit où quand il y a des commentaires qui sont rajoutés sur une issue GitHub, ça va remonter automatiquement, on peut cliquer, aller sur l'issue et répondre. Voilà. Donc on a vraiment qu'un seul endroit pour récupérer l'information. Donc toutes ces petites choses, c'est des choses qui font partie, à mon sens, de l'industrialisation, parce que ça aide à l'échange d'informations. Donc la dernière partie de l'industrialisation, évidemment, c'est l'infrastructure. L'infrastructure, évidemment, c'est elle qui supporte votre code au final. Hein. Tout ce qu'on fait, ça doit être mis sur un serveur de prod, un serveur de dev, etc. Donc c'est très important de bien choisir sa solution et de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc on a déjà eu pas mal dans les talks précédents de démonstration de ce qu'on peut faire. Nous, on a une approche assez simple. On va avoir 4 environnements. Un environnement de dev, de recettes, de pré-prod et de prod, avec évidemment des outils dupliqués sur chacun des environnements. Et on va avoir ce qu'on appelle le support. Le support, c'est tout ce qui est transverse et tous les outils nécessaires pour le cycle de vie du développement du projet, mais aussi de la prod. C'est-à-dire qu'on va pouvoir monitorer avec du Kibana, du Graphite. On va pouvoir, on verra plus tard, mais avec du Jenkins, piloter un peu tout ça. Et on va aussi avoir du monitoring avec du Sensu. Voilà. Du coup, on a utilisé pour faire tout ça Amazon. Alors on a essayé de rester assez simple dans les outils Amazon. On ne voulait pas forcément être trop dépendant d'Amazon, on voulait aussi pouvoir changer facilement de solution au cas où. Donc du coup on va utiliser Amazon EC2 pour les instances. On va utiliser des VPC pour isoler les machines entre elles, du load balancing. On va utiliser de l'Amazon S3 pour stocker tout ce qui est assets. Et on va aussi utiliser au niveau des bases de données
de l'Amazon de RDS. Du coup, c'est des services managés. L'intérêt, enfin, ce qui est assez compliqué quand on fait du provisioning, par exemple avec Puppet, c'est de gérer tout ce qui est base de données et synchro de données. C'est quelque chose que Puppet fait pas très bien. Donc là, l'intérêt, c'est que du coup, on s'en occupe pas. C'est Amazon qui s'en occupe, et donc ça, c'est assez intéressant pour nous. Au niveau d'Amazon, on va utiliser CloudFormation, qui permet de définir un ensemble de machines. Avec chaque machine, on va pouvoir les taguer, on va pouvoir définir des auto-scaling groups pour dire on peut monter de 2 à 8 machines, etc. Et on va également faire quelque chose qui est assez intéressant. Les coûts, c'est assez important pour Canal+, donc on peut aussi détruire tous les environnements qui sont non critiques. Donc tous les soirs, on détruit la dev, la recette et la pré-prod. Et le matin, on le relance. L'intérêt de ça, c'est que du coup, ça nous permet aussi de s'assurer que, par exemple, toutes les recettes Puppet continuent de fonctionner tout le temps, en fait. C'est quelque chose qui est simple, mais ça marche. Et pour s'assurer que le code n'est pas perdu, on met tout dans des EBS aussi. Du coup, les EBS sont rattachés automatiquement aux machines. Voilà, donc ça marche très bien. On a des fois, de temps en temps, quelques surprises, mais du coup, ça nous rassure pour des mises en prod. Et donc du coup, on n'utilise pas, dans Amazon, on a une option pour utiliser des AMI. Les AMI, c'est une sorte d'image pré-buildée avec l'ensemble du code. On n'utilise pas ça, on n'a pas eu besoin pour le moment. On n'a pas forcément eu besoin tout le temps de monter énormément de machines. L'infrastructure en place, elle tient la charge, on n'a pas eu de problème majeur. Mais c'est peut-être des choses que demain on fera. En ayant le Puppet en mode masterless, on peut très bien se connecter, lancer les Puppets et récupérer à la fin l'image pour créer une AMI. Voilà. Mais bon, c'est pas fait. Du coup, si on essaie de voir un peu ce qu'on a présenté jusqu'à présent, on va avoir les développeurs, on va avoir toujours le repo de code, nos environnements, la dev, la recette, la pré-prod et la production. Évidemment, il manque quelque chose au milieu. Il manque un peu du liant pour interconnecter ces différentes briques. Donc pour ça, on a un petit assistant qui permet d'automatiser les actions. Donc voilà, je parlais de Jenkins tout à l'heure. Donc c'est Jenkins qui va nous aider à faire tout ça. Donc Jenkins, c'est un ordonnanceur de tâches. On va pouvoir définir des jobs. Et donc du coup, nous on s'en sert pour faire les déploiements, pour lancer les tests sur les machines. Et l'intérêt de Jenkins aussi, c'est que quand on lance un job, l'ensemble de l'historique est disponible sur Jenkins. Donc on peut facilement partager l'URL. Si une personne ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, on va sur Flowduck, on dit je ne comprends pas, ça ne marche pas. Et quelqu'un d'autre, peut-être plus senior, va regarder et essayer d'identifier la source du problème. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jenkins, on ne lance rien sur Jenkins. Donc c'est une petite machine et elle se connecte sur les différents serveurs. On ne veut pas que Jenkins ait à supporter différentes versions de PHP, de Ruby, etc. Donc on va se connecter sur des machines pour lancer des tests. Du coup, c'est Jenkins aussi qui va déployer, mais en fait c'est pas forcément lui qui va déployer, il va juste lancer une commande pour déployer. La commande va se baser sur un autre outil qui s'appelle Capistrano. L'intérêt de Capistrano, c'est que ça permet de déployer du code en parallèle sur un ensemble de serveurs. On va pouvoir aussi, au sein de Capistrano, définir des environnements avec des rôles par machine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on revient un peu avec Amazon et CloudFormation, c'est qu'on peut taguer les machines en fait. Et donc on va réutiliser ces tags de machines dans Capistrano. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un seul référentiel d'environnement et de machines qui est dans Amazon. Et donc c'est Amazon qui va nous dire les machines front sont les suivantes avec les adresses IP, etc. Et ça va automatiquement, dans Capistrano, mettre à jour les tableaux de rôle. Et donc du coup, quand on fait un cap production deploy, ça déploie sur l'ensemble de la production. Et ça va récupérer du coup, via les API d'Amazon, l'ensemble des serveurs. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'essayer d'utiliser au mieux l'ensemble des outils. Alors il y a deux workflows que je voudrais vous présenter. Donc du coup, c'est les tests. Donc les tests, comment ça se passe? C'est Jenkins qui va regarder un peu ce qui se passe sur le repo Git. Dès qu'il détecte un changement, il va aller déployer sur l'instance de test. Donc nous, on mélange la test et la dev. En fait, c'est deux VOS différents, mais c'est la même machine. Donc on joue les tests sur cet environnement-là. Quand tout est vert, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout le code composer qui a été lancé par Capistrano, tous les vendors, on prend l'intégralité du code et on le met dans un autre repo qu'on appelle un repo de build. L'intérêt, c'est
c'est de ne pas avoir de faire de composer install ou d'update sur la prod. C'est d'avoir l'intégralité du code à disposition. C'est aussi assez intéressant d'avoir l'intégralité du code dans un repo de build, c'est que quand on a un problème en prod, on peut faire un diff entre les deux tags et voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au niveau de notre code, mais éventuellement avec les mises à jour des vendeurs. On peut essayer d'identifier plus rapidement ce qui a été cassé. Donc évidemment, il faut faire des mises en prod assez régulièrement, parce que sinon le diff peut être conséquent et être inefficace. Jenkins, il permet aussi de tester les pull requests. Donc en gros, on a branché Jenkins sur les pull requests des ingénieurs, et quand du coup ils font du code, c'est testé automatiquement. Donc au-delà du push driven development, on a aussi une notion de qualité, c'est que chaque PR est testé, vraiment unitairement et fonctionnellement. L'autre étape du coup qui reste à faire, c'est le déploiement. Donc en fait, quand les tests sont verts, ça déploie automatiquement sur la recette. Donc en gros, ça permet à nous, à nos consultants ou à nos ingénieurs, de valider éventuellement que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Et au client, du coup, de voir son code régulièrement mis à jour. Et quand on veut aller sur la prod, en fait, bon là, c'est encore l'action qui n'est pas encore automatisée, c'est un souhait. C'est en gros les product owners qui vont sur l'interface de GitHub et qui taguent une release. Et après, ils saisissent cette release dans Jenkins et ils cliquent et ça déploie. Voilà. Donc en gros, voilà, on a une chaîne qui est la suivante, d'industrialisation, qui part du développeur avec un repo de code en jaune, avec des environnements de tests, de qualification, s'assurer que tout fonctionne bien, avec au milieu Jenkins qui contrôle un peu tout ça et s'assure que tout fonctionne bien. Donc ça automatise l'ensemble des actions et ça nous donne des feedbacks aussi. Et du coup, on a la dernière étape qui est la mise en production du code. Ce qu'on a aussi mis en place, et du coup, c'est des plugins au niveau de Jenkins, notamment un plugin de pipelining, donc ça permet du coup de voir les différents jobs si tout va bien, et éventuellement de relancer, de bien comprendre les workflows qui se produisent au sein de Jenkins. Du coup, l'industrialisation, voilà, qu'on a pu le voir, c'est essayer d'accompagner les gens, s'assurer que ce soit de qualité, d'automatiser les choses, s'assurer que la livraison, elle se passe bien. Et du coup, les objectifs ont été atteints. Le client et nous-mêmes, nous sommes sereins, on est confiants dans notre développement. On est en capacité justement de se projeter dans le futur et d'en rajouter de nouvelles fonctionnalités et pas d'avoir à travailler sur une dette technique conséquente. Et voilà, donc ça fonctionne bien. Donc maintenant, j'ai fini ma présentation, mais il y a quelque chose, vous pouvez vous dire, ok, mais moi je voudrais mettre en place un peu tout ça, ça m'a l'air un peu compliqué, comment est-ce que je dois faire? Mais en fait, il ne faut pas essayer de faire tout d'un coup, quoi. Ça dépend déjà de la maturité un peu de vos équipes techniques, ça dépend de où est-ce que vous en êtes dans la réflexion. Mais si on doit essayer de mettre des étapes, moi je dirais que l'étape 0, c'est l'équipe, ça doit venir de l'équipe. On va faire l'industrialisation, c'est pas quelque chose qu'on doit leur imposer. On doit définir une vision cible des choses, les étapes pour y arriver. C'est vraiment ça qui est important, donc ça c'est de la discussion. Du coup dans l'étape 0, c'est là où on va éventuellement choisir les outils, définir un peu comment est-ce qu'on souhaite travailler, etc. en fonction des contraintes projet, des contraintes clients. Donc je dirais que la première étape, la plus simple à faire, et qui en fait n'a rien à voir avec l'industrialisation, c'est tout le temps faire des tests, respecter les normes de codage. C'est quelque chose qui est facile à faire, quelque chose que vous pouvez mettre déjà en place dans vos équipes, ça coûte rien à faire, c'est juste voilà, vous changez un peu vos habitudes doucement. Ensuite pour la partie déploiement, vous pouvez faire du Capistrano, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Capistrano c'est un outil dans l'industrialisation, mais vous pouvez aussi lancer Capistrano depuis votre machine, ça fonctionne. Mais du coup, avec l'étape 1, vous allez déjà pouvoir augmenter un peu la qualité et vous allez pouvoir déployer aussi rapidement votre applicatif sur les différents serveurs. Ensuite, on peut monter un peu en gamme, faire du code review, c'est-à-dire là déjà mettre en place un outil comme GitHub, GitLab, etc. Et travailler avec des pull requests. Voilà, essayer de gratter un peu plus les fonctions de GitHub pour vous aider dans vos développements. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi commencer après, du coup, une autre étape, c'est l'automatisation. C'est commencer à mettre une autre brique qui va essayer de se brancher un peu sur les différents éléments, sur vos serveurs de production, sur vos serveurs de développement, etc. Et de commencer à déployer automatiquement le code sur vos environnements.
Alors la dernière étape, enfin l'étape numéro 4, donc là c'est après, c'est à voir comment est-ce que vous travaillez, mais ce serait le provisioning, ça serait être en capacité de pouvoir monter facilement des machines, monter une infrastructure, ça ne doit pas être compliqué, ça doit prendre une demi-journée, une journée pour un développeur, d'avoir une machine fonctionnelle avec l'ensemble des outils nécessaires. Nous c'est l'objectif qu'on s'est fixé chez Equino, quand on travaille sur un projet, le développeur doit en une demi-journée être en capacité de monter une machine, quoi. Après, c'est pas forcément la machine qui va sur la prod, c'est plus long évidemment, mais déjà, il ne doit pas être bloqué par l'outillage. Et évidemment, la dernière étape, c'est de reprendre toutes les étapes et de les rechallenger et de les améliorer. Parce qu'en gros, on apprend, donc voilà, il ne faut pas se dire bah, on a mis ça en place et donc du coup ça reste. Non, non, il faut à chaque fois rechallenger les outils. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, merci pour la conf. J'avais une question plutôt globale, j'ai envie de dire, donc par rapport au dernier point et la maturité du process. Finalement, si on veut mettre ça en place, est-ce que vous avez mesuré la productivité de ce process et si oui, avec quels outils et surtout sur base de quels indicateurs de performance? Oui, en fait, on a mesuré indirectement, parce qu'en fait, quand on fait de l'agile, on a en capacité on a des métriques qu'on appelle la vélocité. Donc du coup, ça permet de définir une vélocité d'équipe en fait. Donc en effet, au début, elle était assez faible, et au fur et à mesure, en fait, elle a augmenté. Donc en gros, on n'a pas une métrique sur l'industrialisation, mais sur la capacité en fait, à produire plutôt de l'équipe. Et donc du coup, ça satisfait le client. Donc, pas forcément une réponse sur la partie industrialisation, mais sur la partie, on va dire, création de valeur et production. Et là-dessus, je pense qu'on a atteint les objectifs. Ouais. Et donc vous ne faites pas de métrique sur la qualité du code fourni? Alors une métrique sur la qualité du code, non, on n'a pas forcément de métrique là-dessus, quoi. On a du code coverage, on a des choses comme ça, on n'a pas forcément, non, on n'a pas de métrique. D'accord, merci. Eh ben, merci à Thomas. Bon, pour merci encore à vous. te dire.